Le module de méthode matricielle est un des 3 modules théoriques de ce semestre de S3, avec le module de suite et série et le module d'info théorique. Donc dans ces 3 modules, vous allez trouver principalement des concepts mathématiques. Dans le module de méthode matricielle, donc il s'agit d'une découverte de l'algèbre linéaire. Les notions principales, c'est l'espace vectoriel, application linéaire, résolution de systèmes linéaires, diagonalisation de matrices. Les mots importants, c'est linéarité et puis matrice. Vous allez voir que dans toutes les notions de ce module, il y a des matrices qui apparaissent. D'où le titre méthode matricielle. Alors, c'est des mathématiques, donc c'est des concepts plutôt abstraits et très généraux, qui sont applicables dans des domaines divers. Donc, par exemple, proba, stat, dans plein de domaines de la physique, relativité, etc., etc. Bon, en ce qui nous concerne, directement, vous utiliserez certaines notions vues dans ce module. Vous utiliserez ça en probastat de S4, où vous avez des matrices stochastiques. Vous avez des chaînes de Markov aussi, avec des matrices. Vous utiliserez un peu ça en algorithmique avancée. Vous verrez que, de manière assez étonnante, pour trouver la complexité de certains algorithmes, on peut être amené à utiliser des matrices. Et puis, un peu plus tard, si vous faites de l'IA, puisque c'est la mode en ce moment, vous verrez que là aussi, il y a plein de problèmes qui se posent sous forme, qu'on pose sous forme matricielle. Et donc, ça utilise derrière, il y a des applications linéaires, souvent, espace vectoriel. Donc, des choses qu'on va introduire dans ce module. Donc, ce module, il est constitué de cours, donc, comme je vous l'ai dit, qui sont plutôt théoriques. Et puis, pour alléger un peu, vous aurez des TP en Python 3, avec utilisation d'un logiciel que vous connaissez déjà, pour certains d'entre vous, qui s'appelle SageMath, qui permet de faire du travail, de travailler avec des matrices et des espaces vectoriels, qui facilite la vie du programmeur. Donc on verra ça en TP chaque semaine. On va juste commencer par quelques notations que vous allez retrouver dans tout le module. Alors, on va commencer tranquillement avec les ensembles de nombres. Donc, vous avez Q, l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions. R, les réels, C, les complexes. Nous, vous allez voir, on va travailler... quand on fait le cours, peu importe, on peut travailler dans les 3. Quand on sera en TP, on va travailler beaucoup avec des nombres rationnels parce que si on ne travaille pas avec des rationnels, on travaille avec des réels. Et le problème des réels, c'est que en informatique, si on veut travailler avec un réel, il faut pour le coder, en faire une approximation. Alors, ça veut dire que si on travaille avec des fractions, on n'a pas accès à des nombres du genre racine de 2 ou exponentielle. Mais bon, ça ne gênera pas beaucoup. S'il faut vraiment utiliser des nombres irrationnels, on se placera dans R, mais on va essayer d'éviter au plus possible pour ne pas avoir à gérer ces problèmes d'arrondi. Donc en Python, vous allez voir, il y a un module qui s'appelle fraction, qui est dans NumPy, qui est très agréable. Et dans SageMath, c'est géré aussi automatiquement, donc on ne va pas s'en priver. Je reviens au niveau de notation. K désigne un des ensembles, un des corps Q, R ou C. Le cardinal c'est quoi? C'est le nombre d'éléments de l'ensemble E. Donc pas de difficulté. Ensuite, il y a des notations d'ensemble de matrices. C'est le chapitre suivant, ça on va le voir en détail. Donc, une matrice est caractérisée par nombre de lignes N, nombre de colonnes P, et puis la nature des coefficients qu'il y a dans la matrice. Donc là, les coefficients sont dans K. Quand la matrice est carrée, elle a autant de lignes que de colonnes, on ne répète pas l'indice 2 fois, on le met une fois. Ensuite,
O, 0 indiceux, ça sera le vecteur nul de l'espace vectoriel E, on verra ça dans l'espace vectoriel. L de E de F, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Quand E égale F, on ne répète pas le F, vous voyez, L de E, c'est l'ensemble des, on appelle ça endomorphisme de E, c'est une application linéaire de E dans F. Bon, tout ça, on va le voir au fur et à mesure. On va expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que cette notation, la delta IJ. Ça s'appelle le symbole de Kronecker. C'est juste une abréviation pour éviter de dire, voilà, si I égale J, ma quantité vaut 1, sinon elle vaut 0. Donc plutôt que de dire toute cette phrase, il suffit d'écrire delta indice IJ. Sous-entendu, il y a ça derrière. C'est que si I égale J, ça vaut 1. Si I est différent de J, ça vaut 0. Vous allez voir que ça permet d'avoir quelquefois des notations vraiment concises. Donc par exemple, si je veux dire, si je dis delta I 0, ben, ça veut dire que si I est égal à 0, ma quantité, elle vaut 1, et si I est différente de 0, ma quantité, elle vaut 0. Et enfin, cette notation-là, vous voyez, grand A grand B, en fait, on a deux matrices, et on met la matrice B à côté de la matrice A. Donc ça ne marche que si les matrices A et B ont le même nombre de lignes, parce que sinon il y aurait des décalages, ça ne marche pas bien. Donc on verra ça aussi dans le chapitre sur les matrices. On va juste donner quelques définitions très générales. Donc je rappelle, pour certains d'entre vous, ce qu'est le produit cartésien. On a deux ensembles. Alors, le produit cartésien A croix B, on dit oralement, A croix B, c'est l'ensemble des couples formés d'un élément de petit a de grand A, petit b de grand B. Donc c'est l'ensemble des couples. Bon, on peut généraliser ça à l'ensemble des triplés, ou l'ensemble des quadruplés, avec un nombre fini d'ensembles. Par exemple, hein, si je fais Q, croix Q, croix Q, croix Q, alors ça va se noter Q exposant 4. On généralise la notation du produit avec des puissances, c'est pareil. Donc c'est l'ensemble des quadruplés ABCD, où les 4 sont dans Q. Donc, ensemble de quadruplés de rationnels. Deuxième définition, loi interne. Qu'est-ce que c'est une loi interne? C'est une application de E croix E dans E. C'est-à-dire qu'à un couple d'éléments, j'associe un autre élément du même ensemble. Bon, alors, on va rencontrer ça dans les espaces vectoriels, cette notion de loi interne. La notion qui m'intéresse, là, que je vais commencer à introduire, c'est la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un sous-ensemble F de E est stable pour la loi interne, pour la loi carrée, la note carrée. Ça veut dire que si cette loi, quand j'applique cette loi à des arguments de F, eh bien j'obtiens toujours un élément de F. Je reste dans F. C'est ça la notion de stabilité. On dit que le sous-ensemble il est stable par la loi carrée. Un exemple, si on prend, on se place dans Q, l'ensemble des fractions, bon, mais l'addition des fractions, c'est une loi interne, puisque à deux fractions, on fait la somme, on associe une fraction pour faire cette somme. Bon, il suffit de réduire au même dénominateur, ensuite de faire la somme classique, ça vous connaissez. Q+, ça serait les fractions positives. Q+, c'est stable pour l'addition des fractions. Si vous prenez deux fractions positives, vous en faites la somme, vous allez à nouveau avoir une fraction positive. Donc, il y a bien stabilité. Maintenant, un exemple où ça ne marche pas. Si je me place dans R, et je prends l'intervalle 0,1 fermé, bon, ça s'appelle un segment, ça, c'est l'ensemble de tous les réels compris entre 0 et 1, ce segment, il n'est pas stable pour l'addition des réels. Si je prends, par exemple, 1 plus 1, qui sont bien deux éléments de l'intervalle 0,1, 1 plus 1, ça fait 2, c'est pas compris entre 0 et 1. De la même manière, si je fais 1 plus 0,5, ça fait 1,5, bon bref. Ça ne marche pas. Par contre, si je prends comme opération interne le produit des réels, puisque le produit de deux réels, c'est bien un réel, ça fait une loi interne sur R, on peut toujours faire le produit de deux réels, le segment 0,1, il est stable, parce que vous savez que si vous prenez deux réels compris entre 0 et 1, le produit sera aussi compris entre 0 et 1. Donc il y a bien stabilité pour le produit des réels. Donc cette notion de stabilité, vous allez voir, elle va revenir dans la suite assez souvent. Donc là, on l'a introduite dans un cas particulier, c'est le cas particulier d'une loi interne,
Mais on verra qu'il y a aussi des lois externes. On retrouve cette notion de stabilité. Et puis même dans le cas d'une fonction plus générale, on peut encore parler de stabilité. Vous comprenez l'idée, hein, c'est qu'on a un sous-ensemble, on applique une loi ou une fonction et on reste dans le même ensemble. C'est tout pour cette introduction. Dans le chapitre suivant, premier chapitre, proprement parlé, sera consacré aux matrices.